Bienvenue dans le Moment MMA, émission du mercredi 23 juillet 2025. Et commençons tout de suite avec Reiner Derrider, qui sera notre main event ce week-end à l'UFC face à l'ancien champion Robert Whittaker. Derrider qui nous explique que lorsqu'il a signé à l'UFC, l'objectif principal était d'être actif. Et c'est mission réussie, ce sera son quatrième combat depuis novembre 2024. Très grosse activité. Et puis ce qu'il explique, c'est que oui, il voulait être actif, mais le fait de mettre des KO, de mettre des soumissions, donc de terminer ses combats avant la limite, et surtout de ne pas se blesser, bien sûr ça aide. Il rappelle d'ailleurs que s'il a quitté le ONE FC, c'est surtout parce qu'il n'avait pas assez de combats là-bas. Et il est aussi très satisfait des adversaires que l'organisation, l'UFC, a mis sur son chemin jusqu'à maintenant. Ce sont des gros noms, et puis ça donne des oppositions très intéressantes dans la cage, stylistiquement parlant. Il est revenu sur son dernier combat, celui face à Bonical. Il savait qu'une victoire contre l'Américain allait le mettre dans des discussions très intéressantes. Pourquoi? Parce que dans le monde en général, on ne s'en rend pas forcément compte, mais aux États-Unis, tout le monde connaît Bonical, c'est lui qui le dit, bien sûr. Et puis lui, il a fini ce combat avant la limite, un KO au deuxième round. Donc là, bien sûr, l'UFC ne pouvait que lui offrir une très grosse opposition pour la suite. Dans la cage, on s'en souvient, il avait demandé Sean Strickland. Pourquoi? Parce qu'on lui a tendu le micro, il fallait dire quelque chose, il fallait réfléchir très vite, et Sean Strickland est le premier nom qui lui est venu en tête. Il a entendu dire suite à ça que Sean Strickland, actuellement, il semblerait, ne soit pas à la recherche d'un adversaire, donc il se retrouve avec Robert Whittaker. Comme il le dit, c'est peut-être mieux finalement. Whittaker, il est au top depuis très longtemps. On l'a vu gagner de façon très impressionnante, mais on l'a aussi vu perdre de façon tout autant impressionnante. Et en parlant de défaite impressionnante pour Whittaker, la dernière face à Chimaev n'était pas mal. Maintenant, ce que dit Reiner Derrider, c'est qu'il ne faut pas trop se fier à ça. N'oublions pas que s'il a perdu, c'est sur une blessure qui était déjà existante avant le combat. L'étranglement de Chimev n'était pas si propre que ça, il n'était pas sous le menton, et donc, d'après lui toujours, si Whittaker n'avait pas eu cette blessure avant le combat, il n'aurait pas tapé, et les choses auraient pu être totalement différentes. Et d'ailleurs, il ne sous-estime pas Robert Whittaker, il le dit, il faut se méfier de sa puissance de frappe, il est capable de mettre des KO, je vais lui mettre la pression dès le début, et je suis convaincu que je réussirai à le mettre au sol. Whittaker nous a déjà prouvé qu'il avait une bonne lutte dans sa carrière, mais on ne l'a jamais vraiment vu mettre en place son grappling. Ceci dit, il est convaincu que lui, Reiner Derrider, aura un meilleur niveau que l'ancien champion dans le domaine et qu'il pourra donc le dominer au sol. Il assure aussi qu'une victoire n'est pas suffisante, il faut finir le combat, il faut le finir rapidement, et alors peut-être si toutes les étoiles, si toutes les planètes s'alignent, si par exemple le combat entre Imavov et Caio Borraio déçoit le public et déçoit l'UFC, alors peut-être qu'il pourrait être le prochain prétendant à la ceinture. Et on en a déjà parlé ici, il se tient prêt au mois d'août à prendre la place, pourquoi pas de Chimaev, pour un short notice face au champion, si Chimaev venait à se blesser ou à tomber malade. Il a quand même ajouté que faire le poids pour lui c'est très compliqué, c'est très contraignant. Donc maintenant que je l'ai entendu dire ça, est-ce qu'il nous a vendu le short notice pour faire parler de lui ou est-ce qu'il va vraiment y aller? Est-ce que son corps sera capable de faire le poids seulement 15 jours après l'avoir déjà fait une première fois? Bien sûr, je n'en sais rien. Son adversaire, Robert Whittaker, a une stratégie pour samedi soir. Il l'a dit, je sais ce que je dois faire pour gagner. Cette victoire va m'ouvrir des portes et me remettre tout de suite là où j'ai envie d'être dans la catégorie, dans les classements bien sûr. Il dit aussi voir la lumière au bout du tunnel. Il a bien compris que c'était le dernier sprint de sa carrière, le dernier 100 mètres, et que si tout se passe bien pour lui, s'il enchaîne une ou deux victoires, alors il pourrait donner à sa carrière une fin de conte de fées, pour le citer. Et puis il est revenu sur le dernier combat de son adversaire, Reiner Derrider face à Bonical. Lui aussi dit ne pas avoir appris grand-chose sur Reiner Derrider ce soir-là. Si l'UFC a mis en place ce combat, c'était surtout pour tester Bonical, parce que les gens qui ont suivi la carrière de Derrider au ONE FC notamment savent déjà de quel bois il est fait, et donc ce combat était surtout un test pour son adversaire, Bonical, donc test qu'il n'a pas réussi.
On continue avec la soirée de samedi soir et on est maintenant chez les poids coqs avec Bryce Mitchell. Et oui, hein, Bryce Mitchell, pardon. Jusque-là, il combattait chez les plumes, un cran au-dessus donc, hein, et il a décidé de tenter sa chance dans cette nouvelle catégorie. C'est un choix qu'il a fait tout de suite après sa dernière apparition, une défaite face à Jean Sylvain, je vous le rappelle. Il a expliqué que la différence de gabarit était énorme et que si dans les premiers rounds elle ne s'est pas trop fait sentir, ça avait été totalement différent dans le second. Il a aussi raconté que pour combattre en plume, il n'avait besoin de suivre aucun régime particulier à l'année, hein. Il pèse hors camp d'entraînement environ 77 kilos, alors que c'est une catégorie, les poids plumes, dans laquelle les combattants sont plutôt hors camp d'entraînement entre 80 et 85 kilos. En tout cas, la perte de poids s'est plutôt bien passée pour lui. Il a réussi à descendre comme il le devait. Il n'est pas vraiment inquiet pour la pesée. Et puis ce prochain combat, hein, comme je le disais, ce sera ce week-end à Abu Dhabi face à Saïd Nurmagomedov. Il n'était pas pour combattre en dehors des États-Unis, comme beaucoup d'Américains, vous me direz. Les choses, malheureusement pour lui, se sont faites ainsi, donc il s'est adapté. Il est arrivé très en avance sur place, hein, afin de s'acclimater du mieux possible. Et puis bien sûr, il vise une victoire avant la limite, ce qui lui permettrait de faire une entrée fracassante chez les coqs, c'est en tout cas ce qu'il pense. Et puis se mettre tout de suite dans de très bonnes conditions et dans des discussions très intéressantes. C'est sûr qu'une défaite pour lui ce week-end, ça serait très compliqué. Tu quittes les poids plumes pour te relancer en coq, tu ne réussis pas à passer Saïd Nurmagomedov. Mentalement, ça peut être très compliqué. On sait que l'UFC l'aime bien. Maintenant, ça pourrait bien sûr être très dur. Et puis, j'ai aussi appris dans l'interview qu'il avait eu l'occasion de s'entraîner avec le champion de sa nouvelle catégorie, Merab Dvalishvili. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein, puisqu'il dit connaître Merab depuis que lui a 19 ans. Donc ça fait un sacré paquet d'années. Ils se sont croisés plus d'une fois dans différentes salles. Il pense aussi avoir l'antidote pour battre le champion. Il dit que Merab est invincible actuellement, mais que lui pourrait lui poser des problèmes. Forcément, il ne va pas dire le contraire. Sortons de cet événement maintenant, on va parler de Justin Gaethje. Et oui, il a donné une interview cette nuit à ESPN. Vous le savez, il pousse pour avoir son combat pour le titre, hein. Ça fait déjà quelques semaines, il estime que la suite logique pour lui, c'est le titre et rien d'autre. Là, il a un peu tempéré les choses. On sent qu'il est un peu redescendu. Il a expliqué qu'en réalité, ça va se jouer entre trois combattants, Holloway, Tsarukyan et lui, bien sûr. Ce sera très certainement une question de timing. En tout cas, lui, il s'entraîne, il laisse son agent faire le boulot, et c'est l'UFC qui décidera. Il pense aussi que si l'UFC n'a pas déjà signé Tsarukyan contre Topuria, c'est parce que Tsarukyan a un style de combat qui ne plaît pas forcément aux fans, et que l'UFC ne serait pas très enclin de le voir avec la ceinture autour de la taille. Bien sûr, c'est son avis. Le scénario idéal pour lui, même s'il n'y croit pas trop, mais en tout cas, s'il devait signer pour quelque chose, ce serait Ilia Topuria en novembre au Madison Square Garden, devenir champion, et ensuite défendre cette ceinture à la Maison Blanche en juin prochain, et prendre sa retraite avec sur une épaule la ceinture des poids légers de l'UFC, et sur l'autre la ceinture BMF. Bien sûr, ce serait l'idéal. On ne peut pas lui enlever ça. Il a aussi totalement refusé d'affronter Paddy Pimblett. Maintenant, si l'UFC lui propose, que fera-t-il? Je ne sais pas. Il explique, voilà, hein, si l'UFC me met Pimblett sur ma route, Pimblett il doit être classé entre 8 et 10. Je ne vois pas ce qu'ils attendent de moi. Je pense que ça voudra dire que l'UFC n'a plus besoin de moi dans les discussions très intéressantes. Et alors, je devrais commencer à considérer de prendre ma retraite. Il l'a déjà mauvaise que Oliveira lui soit passé devant pour affronter Topuria. Il explique que Makhachev, quand il était encore champion, était prêt à l'affronter. Finalement, Makhachev s'en va. Topuria arrive et on ne lui donne pas le combat à lui, qui sur ses 4 derniers combats est sur une défaite pour 3 victoires, et on le donne à Oliveira qui est sur un 2-2. Ça ne lui a pas vraiment plu, ça fait plusieurs fois qu'il le dit. Donc voilà, hein, prendre Paddy Pimblett actuellement, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et puis, question très intéressante du journaliste, imagine que tu prennes la ceinture à Topuria au mois de novembre, que tu te retrouves au mois de juin face à Holloway à la Maison Blanche, et dans les 10 dernières secondes, Max Holloway pointe le sol. Max Holloway te dit c'est parti, on va y aller, on plante nos pieds au centre de l'octogone, et on va voir qui frappe le plus fort, qui frappe le plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Et il l'a dit, là s'il me fait la même chose, je lui envoie tout de suite un double leg takedown, je ne prends aucun risque. On peut en tout cas dire qu'il a appris de ses erreurs.
Et je profite de ce sujet pour vous lire un de vos commentaires, user EI9 qui me dit: «J'aimerais aussi voir prochainement Tsarukyan contre Topuria, mais depuis qu'il a pull out pour le combat de titre contre Makhachev, il n'a fait aucun combat entre-temps pour se relancer et rappeler sa légitimité.» Je suis d'accord avec toi, il a quand même été le troisième homme lors du combat Topuria-Oliveira, c'est quand même à noter. Tu me dis, si l'UFC lui exige d'en faire un d'abord, Holloway serait le parfait candidat, je trouve. Gros nom de l'UFC et profil striker en plus, ce qui sur le papier en tout cas avantage stylistiquement Tsarukyan qui est lutteur. Donc Tsarukyan devrait accepter sans se plaindre et ça nous permettrait aussi de voir enfin Holloway contre un de ces lutteurs caucasiens. J'ai l'impression qu'il n'a affronté pratiquement que des strikers dans sa carrière. On a déjà vu ce que donnaient des hookers, Poirier, Gaethje, Volk, Oliveira et d'autres contre ces lutteurs, mais on n'a jamais encore vu Holloway. Je suis curieux de voir comment il aborderait ce genre d'opposition, surtout qu'actuellement il a vraiment l'air d'être à son prime technique, à la fois par ses game plans et par ses compétences. Le gagnant de ce combat serait inévitable pour le titre. Ça c'est sûr, Tsarukyan Holloway, le gagnant ne peut que combattre pour la ceinture. C'est vrai qu'Holloway, ça fait un moment qu'il a affronté un gros grappleur. Alors on peut parler Volkanovski au sol qui est bon, on l'avait vu contre Islam Makhachev dans le premier combat. Mais c'est vrai que là, je remonte rapidement dans ma mémoire. On l'a surtout vu affronter des strikers, tu as plutôt raison, ou en tout cas des gars qui ne mettent pas forcément en avance leur lutte. C'est vrai. Cette nuit, on a eu des annonces de combat, une flopée d'annonces de combat, c'est magnifique, à commencer par quelque chose qui nous regarde, qui nous intéresse particulièrement en France. Aspinal contre Cyril Gane, le 25 octobre prochain à Abu Dhabi. Ça va très certainement être 9 chances sur 10 à horaire française. On va se régaler. Et puis c'est assez drôle, ce combat est officialisé. Et Henri Cerudo, quelques heures avant, avait tweeté en expliquant que Tom Aspinall devrait affronter Derrick Lewis, que c'est le combat que les fans veulent voir avant de voir un Aspinall contre Gane, et qu'en plus pour le palmarès d'Aspinall, c'est mieux de battre Lewis que de battre Gane. Bon, ça je suis pas forcément d'accord là-dessus. Il dit comment tu pourrais construire un combat et donner envie aux fans de regarder un combat entre Aspinall et Gane quand Gane a perdu son dernier combat et que Dana White a dit à Volkov en dehors de la cage, tu t'es fait voler. Laissez Aspinall et Lewis s'affronter en main event de l'UFC 322 au Madison Square Garden. Bon bah maintenant on le sait, ce sera Gane contre Aspinall, on aura largement l'occasion d'en reparler. J'ai Aspinall favori bien sûr, mais n'enterrons pas Gane. Espérons qu'il a appris de ses erreurs. J'ai souvent dit aussi que Aspinall avait tendance à se faire toucher au début de ses combats. Le menton a tenu, vous pouvez me dire, il a tenu le menton face à Sergei Pavlovich. Il va pas tomber face à Gane. Bon, écoutez, le MMA, c'est pas des maths. Il a aussi été touché par Curtis Blade, on s'en rappelle, lors de son dernier combat. Tout est possible. Bien sûr, si je devais parier, je parierais sur Aspinall. Aspinall, d'ailleurs, il y a quelques jours, qui avait fait une interview avec Stefan Struve, qui bosse maintenant pour une chaîne de télé néerlandaise. Et il avait réagi à cette vidéo d'Alex Pereira qui était monté sur la balance et qui était quasiment à 120 kilos, hein, si je dis pas de bêtises. Et en gros, Aspinall disait, écoute, Pereira, il sait se servir des réseaux sociaux, il sait faire parler de lui. Je ne sais pas s'il veut monter en lourd tout de suite, mais en tout cas, ça fait parler et je pense que c'était son objectif. Il avait vu plutôt juste, hein, parce qu'on va parler de Pereira juste après. Mais d'abord, Jailton Almeida qui a rebondi sur l'annonce du combat entre Aspinall et Gane. Il dit quelque chose de très juste. C'est bien, je vais combattre sur la même carte que ces gars-là. Mon combat ressemble donc à une demi-finale, à un title eliminator. On a Tom contre Gane sur cette carte et on a Almeida contre Volkov. C'est vrai que lorsqu'il va quitter cette arène, hein, c'est ce qu'il dit, si je repars avec la victoire, je repars aussi avec mon ticket pour la ceinture. Je suis d'accord avec lui, le timing ne peut pas être plus parfait. Magomed Ankalaev contre Alex Pereira, c'est signé aussi la revanche. Le 4 octobre, le mois d'octobre, il va être fourni un 2 pay-per-view UFC 320 à Las Vegas. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, bien sûr, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Ça va dépendre dans quel état revient Pereira. Ankalaev peut pourrir le combat, hein, coller Pereira à la cage, etc. La première fois qu'ils se sont affrontés, Pereira n'a pas proposé grand-chose, hein, il était clairement absent ce soir-là. J'espère au moins que l'opposition, que le combat sera un peu plus excitant à regarder, un peu plus intéressant. Co-main event de cette soirée, Merab Dvalishvili contre Cory Sandhagen. Sandhagen l'a demandé, Sandhagen l'a eu. Encore une fois, Merab a l'air d'être imprenable en ce moment. Il est très actif. Est-ce qu'il peut le payer à un moment? Je ne sais pas.
Sandhagen arrive avec de l'expérience, lui aussi j'espère qu'il a appris de ses erreurs du passé. Il a perdu des combats à cause du striking, il a perdu des combats à cause du grappling. Maintenant je pense qu'il a réussi à bien équilibrer les choses, il a le cardio, il va avoir la stratégie bien sûr, l'expérience. Combat très intéressant, co-main event hein, du coup de l'UFC 320 le 4 octobre, co-main event donc de Pereira contre Ankalaev. Et sur cette carte, Jiri Prochaska contre Khalil Rountree. Là, je pense qu'on devrait avoir une guerre de striking et qu'on pourrait avoir à l'issue de ce combat-là le prochain challenger à la ceinture des lourds légers, donc contre Ankalaev ou Pereira. C'est en tout cas ce que je pense. On sort un peu de l'UFC, vous savez que je ne regarde pas trop ce qui se passe sur la scène française, mais on a Saladin Parnasse qui devrait affronter Cédric Vitu. Alors lui, ça fait des années qu'il est dans la boxe anglaise, un 48-5-1 en carrière. J'entends parler de lui depuis plus de 10 ans. Parnasse qui donc va passer à la boxe anglaise. Je pense qu'il y a un deal avec le KSW, du coup il a eu un accord. Ça va avoir lieu le 4 octobre prochain, ça va être diffusé en France sur RMC Sport. Écoutez, Parnasse, pourquoi pas, un nouveau challenge, nouveau défi. Espérons pour lui que ça passe, espérons pour Vitu qu'il ne serve pas de tremplin à Saladin Parnasse, forcément. Comme je vous l'ai dit, je ne regarde pas forcément ce qui se passe en dehors de l'UFC. C'est un combat qui risque de faire parler, ce n'est pas impossible que je regarde quand même. Uriah Hall signe avec le Karaté Combat. On en a parlé hier, hein, il y a eu le tournoi des poids lourds ce week-end. Je vous ai dit que ça n'avait pas été génial au niveau technique, etc. Maintenant, Uriah Hall, c'est sûr qu'il a le style pour aller là-bas. Il a le style pour claquer aussi quelques beaux KO. Et puis, je vous fais un résumé rapide des semaines et des mois qui nous attendent. Franchement, on va être gâtés par l'UFC. Hein. Ce week-end, Whittaker contre Derrider. On aura ensuite un Duplessis Shimaev, Johnny Walker, Ming Yang Zhang. Alors là, on peut me dire, ouais, on descend un peu d'un cran, c'est vrai, mais Ming Yang Zhang, c'est peut-être le moment où il va exploser, le moment où il va rentrer dans des conversations lui aussi très intéressantes. On est chez les lourds légers, pour information. Imavov Borayo, Diego Lopez contre Jean Silva, Ankalaev Pereira, Dvalishvili Sandhagen, Prochaska Rountree, Aspinal Gan et Volkov contre Jelton Almeida. Bien sûr, d'autres combats vont venir s'ajouter, mais c'est vrai qu'entre tout de suite et la fin octobre, on a quand même de quoi se régaler. On revient maintenant sur l'UFC du week-end dernier, l'UFC 318, avec notamment Marvin Vettori qui nous fait un petit tweet. Notre combat était assez serré. Je pense que mon adversaire s'est imposé parce qu'il a fait plus de dommages que moi. Il a été un peu plus tranchant. Je pense que je dois me réinventer. Si je continue comme ça, je ne vais nulle part. Je n'ai pas d'excuses. Il faut travailler et il faut revenir. Je pense que Vettori voit les choses du bon œil. Patricio Pitbull, pardon, je suis officiellement dans les rankings UFC, je suis prêt à monter plus haut dès maintenant, n'importe qui, n'importe quand, short notice ou pas, aucun problème, je peux combattre aujourd'hui, je suis prêt à prendre n'importe quel poids plume dans le roster, et surtout ceux qui sont classés devant moi. Il avait loupé ses débuts, maintenant il a pris une victoire, il est dans les classements, on va voir ce que ça donne pour lui. Et puis Dustin Poirier qui nous a appris après son combat samedi soir que dans l'octogone il pesait 77 kg. C'est donc la limite des poids welter. Lui combat en moins de 70 kg. La prise de poids elle est vraiment impressionnante. C'est vrai qu'il avait l'air extrêmement massif samedi soir. Et puis comme on parle de Holloway et Poirier, on parle de la BMF. Et hier, je vous disais que Jack Della Maddalena s'était immiscé dans la conversation. Je comprenais pas trop pourquoi. Vous êtes plusieurs, hein, notamment Bash5279 qui me dit le commentaire de JDM sur la BMF est logique. Quand on y pense, si Topuria doit être le BMF parce qu'il a battu Holloway, alors JDM doit être le BMF aussi. Il a battu Bilal, qui a battu Edwards, qui a battu Ousmane, qui a battu Masvidal, le BMF original. Voilà en gros, Jack Della Maddalena fait comprendre que si on prend la logique d'Ilia, alors c'est JDM le BMF et non Topuria. J'avais pas été voir aussi loin que ça, hein, c'est vrai. Je vous disais, Topuria, il a battu le détenteur actuel de la BMF indirectement. Bon, après tout ça, bien sûr, ça reste de la promotion, c'est une façon de faire parler de soi. Et en réalité, c'est l'UFC qui fera ce qu'elle décide. Khabib Nurmagomedov, maintenant, il estime que Jack Della Maddalena, justement, est un plus gros test, est un adversaire bien plus dangereux pour Islam Makhachev que l'aurait été Topuria, notamment à cause de son gabarit. Della Maddalena est beaucoup plus massif, beaucoup plus grand que Ilia
Topuria. Il a aussi parlé d'achievement et de legacy, c'est-à-dire de ce que tu as accompli et de ce que tu laisses, de quelle empreinte tu laisses dans le sport. Il a parlé de ça en fonction de John Jones. Ce qu'il explique, ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce que c'est ta légende? Qu'est-ce que c'est ton héritage? C'est quand les enfants te regardent et se disent est-ce que je suis inspiré par ce gars-là? Il dit que John Jones, en tant que combattant, c'est le meilleur. Par contre, en tant que personne, en termes d'inspiration pour les jeunes, son caractère, son personnage, etc., ses qualités personnelles en tant qu'homme, il y aura toujours des questions. En tant qu'athlète, il a atteint le sommet, il n'a pas d'égal, mais par contre, il y aura toujours des questions concernant son comportement en dehors de la cage et aussi le dopage, bien sûr, c'est un fait. Je donne pas tort à Khabib Nurmagomedov là-dessus. Il est aussi revenu, Khabib, sur son combat avec McGregor. Et d'après lui, un des facteurs qui a conduit à sa victoire, c'est son état mental. Il dit j'étais très bien mentalement, j'étais préparé. La guerre mentale qu'a voulu m'imposer Conor McGregor et qui marchait avec tous ses adversaires n'a pas marché avec moi. Et d'ailleurs, quand vous regardez le face-off que j'ai eu avec lui, il ne me regardait pas dans les yeux. J'ai marqué des points à ce moment-là. Et puis on termine avec une très belle histoire. Une histoire qui finit bien plus tôt. Ben Askren, après 59 jours, est sorti de l'hôpital et il espère bien sûr ne pas y retourner de sitôt. Il le dit, j'ai pour ambition de vivre une vie très longue, de mourir vieux, et je vous remercie tous de m'avoir soutenu dans cette épreuve. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes. D'ici là, portez-vous tous très bien et suivez-moi sur tous les réseaux, notamment gratuitement sur Patreon pour du contenu exclusif. Salut!